je vous parlais des raisons pour lesquelles je suis devenue végane et des raisons plus générales. Donc par exemple les raisons environnementales et la cause animale. Je vais rapidement passer sur les raisons de santé. En effet, elles sont plus souvent associées au végétalisme. C'est certes un bénéfice annexe non négligeable si on respecte une alimentation équilibrée. En effet, lorsqu'on devient végane, il est totalement possible de se nourrir d'Oreos et de pâtes. Mais malgré tout, le véganisme n'a pas pour but l'amélioration de sa santé, mais bien la cause animale. Je vais maintenant vous parler des arguments courants qu'on oppose souvent aux véganes et je vais essayer d'y répondre. En effet, être végane n'est pas de tout repos. Les véganes se voient opposer toutes sortes d'arguments, parfois malveillants. Si certaines questions partent d'une bonne intention, ne sont-elles pas somme toute de simples excuses pour ne pas renoncer au confort et à son plaisir gustatif? J'en conviens, cette façon de présenter les choses peut paraître quelque peu radicale, mais après tout, le compromis et le consensus n'ont jamais mené nulle part. Revenons à nos pois chiches. Petite revue non exhaustive des arguments les plus courants. Premièrement, les carences. Et c'est ce que j'ai personnellement vécu lorsque je l'ai annoncé à ma mère, qui s'est tout de suite affolée et qui m'a demandé « Mais du coup, tu manges plus rien? Comment est-ce que tu vas survivre ?» Donc, je passe rapidement sur cette question. Et je peux vous le dire, il n'est pas nécessaire de consommer des produits animaux pour trouver tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de notre corps. Je ne vais pas vous faire un cours de nutrition, mais vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin dans les produits végétaux. Passons ensuite au spécisme. L'argument très courant, opposé par certains, est le suivant. Il faudrait premièrement commencer par améliorer le sort des humains, puis nous penserons aux animaux. Donc cet argument part du principe qu'il existe une supériorité des êtres humains par rapport aux animaux. Je vais essayer de vous montrer en quoi ce raisonnement est erroné. Donc, les animaux ne seraient pas humains en opposition aux capacités propres aux êtres humains, c'est-à-dire le langage, le raisonnement moral, les comportements moraux, la capacité d'être rationnel. Toutefois, et je vais peut-être vous choquer, mais je pense que mon argument est nécessaire pour mettre en lumière l'absurdité de cette hiérarchie entre humains et animaux. Donc, certains humains ne répondent pas à ces critères. Prenez seulement un bébé ou une personne âgée sénile, elle n'est plus capable de parler ou d'avoir des raisonnements rationnels. Mais est-ce pour autant que nous les privons de leurs droits, que nous prenons leur peau pour en faire du cuir? Personne, ça ne viendrait à l'esprit de personne de se comporter de la sorte. Donc la rationalité n'est pas un critère pour déterminer le droit aux droits fondamentaux. Donc du coup on peut se dire, est-ce que ce ne serait pas le potentiel d'une personne qui justifie son accès aux droits fondamentaux? Mais une personne peut potentiellement tenir un raisonnement rationnel. Par exemple, une personne âgée a pu le faire autrefois dans sa vie. Mais le potentiel n'a jamais été à la base d'un quelconque statut ou de l'obtention de droits. Je vais vous donner un exemple, ce sera plus parlant. Par exemple, qui pourrait imaginer qu'un futur étudiant de médecine exerce la médecine, juste sous le prétexte qu'il sera un jour médecin, du coup, il peut soigner des gens sans avoir suivi de formation. Donc le potentiel, c'est-à-dire l'éventualité de pouvoir tenir un raisonnement moral n'est pas un critère. On peut ensuite se demander s'il n'y a pas une question d'affinité et de préférence. Je préfère les animaux par rapport aux humains. Pardon, je préfère les êtres humains par rapport aux animaux.
Alors, je souhaite éclaircir un point tout de suite. Par exemple, entre sauver ma sœur et sauver un animal, je choisis de sauver ma sœur. Parce que certaines personnes, au nom de l'antispécisme, peuvent se poser la question. Je vais faire une comparaison entre sauver quelqu'un que vous connaissez, un de vos proches, ou une personne totalement étrangère. Vous choisissez évidemment de sauver la personne que vous connaissez. Cependant, cela ne veut pas dire que vous niez les droits de la personne étrangère. Elle a toujours ses droits. Nos affinités sont créer des devoirs positifs vis-à-vis des personnes que nous aimons, sans ôter de la valeur à l'étranger. Et vous l'aurez compris, dans cette métaphore, l'étranger est l'animal. Donc, le véganisme dépasse le fait d'aimer les animaux ou non. Le critère d'appartenance à cette communauté, à la communauté humaine, y compris pour les animaux, est le fait de ressentir les expériences du monde, y compris la douleur, le fait d'avoir des intérêts, d'avoir un intérêt à vivre, un intérêt à être heureux et d'être conscient. Or, les animaux ressentent la douleur. Pas seulement la douleur physique, mais ils ressentent également des émotions, par exemple la peur, la joie, la tristesse. Il suffit d'assister à la séparation d'un jeune veau de sa mère pour comprendre ce dernier sentiment, la tristesse, ou encore de voir la terreur qui habite le bétail qu'on mène à l'abattoir. D'ailleurs, le stress des animaux d'abattoir est le plus grand ennemi de l'industrie agroalimentaire. En effet, ce stress a tendance à dégrader la qualité de la viande. J'en resterai là pour l'éthique animale, car ce sujet est complexe et très riche. J'aimerais vous parler d'un phénomène qui m'a beaucoup fait réfléchir quand je me posais des questions sur mon régime alimentaire. La dissonance cognitive. Pourquoi est-ce que d'un côté, vous avez un petit chaton très mignon, on voit beaucoup de vidéos sur internet avec des petits chatons mignons, et de l'autre côté, vous avez une vache? Pourquoi est-ce que vous ne mangez pas le chaton, mais vous mangez la vache? Il n'y a strictement parlant absolument aucune différence pertinente entre ce chat que vous caressez, à qui vous faites des câlins, et cette vache ou ce cochon qui se transforme en charcuterie. Les deux animaux sont tout aussi intelligents l'un que l'autre, mais là n'est même pas la question. Le plus important est qu'ils sont tous les deux capables de souffrir physiquement et psychologiquement. Donc cette différenciation n'a pas lieu d'être. Et j'ajouterai là encore une anecdote qui m'a fait froid dans le dos lorsque je l'ai découverte. J'ai lu il y a peu un article sur le cuir. En effet, je n'étais moi-même pas vraiment au clair sur la consommation de cuir. Donc en Europe, les fabricants ne sont absolument pas tenus de préciser d'où vient le cuir. Et généralement, le cuir des fabricants européens vient d'Inde, du Bangladesh ou de la Chine. Et ils ne sont pas tenus de préciser de quel animal il s'agit, sauf pour la maroquinerie et les articles de voyage. Mais de toute façon, il est extrêmement compliqué de contrôler le marché et les fraudes sont nombreuses. Je vais maintenant vous donner un fait à mettre en parallèle avec les éléments que je viens d'énoncer. En Chine, chaque année, 2 millions de chiens et de chats sont tués pour leur peau. Si vous faites le calcul, l'étiquette de votre jean ou votre porte-clés est probablement en cuir de chien ou de chat. Il existe donc réellement une déconnexion entre la viande que l'on voit dans son assiette et l'animal qui a donné sa vie pour que vous puissiez le manger. Un autre des arguments opposés aux véganes est que les animaux sont plus importants, les humains sont plus importants, pardon. Mais une de mes réponses est que les conditions de travail dans les abattoirs sont tellement horribles que les fermer
serait également bénéfique aux êtres humains. L'un ne va pas sans l'autre. Et la suite au prochain épisode.